Ça va, vous allez bien? C'est énorme. I'm your worst nightmare. I'm an AI created by O2. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce Bien soir. joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Alors, nous allons démarrer cette table ronde de cette deuxième partie de matinée, une table ronde intitulée « Comment accompagner les jeunes face aux mutations de l'information ?» grâce au regard croisé d'acteurs et d'actrices de l'éducation aux médias et à l'information. Eh bien, après avoir exploré ce matin les effets de saturation, de retrait, de dérégulation des réseaux sociaux, nous allons maintenant entendre enfin des acteurs qui vont peut-être, et des actrices de l'éducation aux médias et à l'information qui vont peut-être nous apporter des solutions, en tout cas nous expliquer ce qui se met en place aujourd'hui auprès des jeunes et peut-être même auprès des adultes tout au long de la vie. Les jeunes, quand on va en parler, attention, il ne s'agit donc pas, et nous en avons parlé ensemble, d'un groupe homogène, puisque les jeunes, qui sont-ils entre 13 et 25 ans, ce ne sont pas les mêmes, entre le fait qu'ils habitent en zone rurale, en zone urbaine, s'ils sont en fonction des différences familiales, sociales, etc. Donc attention à ce groupe, qui n'est donc pas homogène. Si l'information ne manque pas, le lien à l'information se fragilise, on l'a bien vu ce matin. Comment les jeunes s'informent-ils, s'informent-elles dans la méfiance, la lassitude? À quoi sert l'EMI, éducation aux médias et à l'information? Est-ce que c'est seulement décoder les fake news ou est-ce que c'est se forger un regard, développer un regard critique, un esprit critique, prendre part au récit du monde? Cela ne se fait pas tout seul. Et quelles sont aujourd'hui les priorités de l'éducation aux médias et à l'information? Quel savoir transmettre? Quel outil proposer? Pour en parler, nous avons la chance exceptionnelle aujourd'hui pour vous d'accueillir 4 acteurs et actrices de l'EMI, à savoir Mathilde Larieux, ici présente, bonjour, chargée de mission EMI et prospective métier à l'éducation nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, autrement dit l'ENSIB. Nous avons Séverine Vercelli, bonjour, rebonjour, référente académique EMI. Donc EMI, pour que ce soit clair, en éducation aux médias et à l'information. Et coordinatrice du Centre pour l'éducation pour l'EMI. David Plancheneau, bonjour, directeur d'InfoJeunes 38. Vous nous direz de quoi il s'agit. Marion Sabourdi, bonjour. Vous êtes responsable éditorial d'Écosciences Grenoble et chargé des nouveaux médias à la Casemate. Et nous commençons tout de suite avec vous, Mathilde Larieux. Vous travaillez à l'ENSIB sur l'évolution des pratiques informationnelles, mais aussi sur les compétences à développer face à ces transformations. Alors tout à l'heure, vous allez nous présenter des ressources sur l'EMI, mais tout de suite, vous allez commencer en nous présentant, en nous partageant un état des lieux sur les pratiques informationnelles des jeunes, pour mieux nous dire, au niveau de vos publics en bibliothèque, ce qui est proposé en matière d'EMI. Alors, vous avez préparé un document qui nous permet de partager un état des lieux des pratiques informationnelles des jeunes. Bonjour Mathilde. Bonjour, pardon. Oui, juste une petite modification. L'ENSIB, c'est donc l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, donc école qui relève de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui est une école d'application qui forme les bibliothécaires et les conservateurs d'État. Et donc ma mission en lien avec l'EMI, c'est notamment une mission d'outillage à travers la formation et la mise à disposition de ressources des praticiens de l'EMI, donc qu'ils soient journalistes, mais aussi bibliothécaires, acteurs de la culture scientifique, technique, industrielle, etc.
Voilà, et là je vais vous présenter donc quelques chiffres sur les pratiques informationnelles des jeunes, notamment en lien avec cette mission que j'occupe au sein de l'école. Donc voilà, rapidement, peut-être juste vous dire qu'il y a différentes enquêtes qui sont en ligne. On peut penser donc au rapport des jeunes aux informations, qui est donc proposé par la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Une enquête également très intéressante qui a été coordonnée par le Clémy, qui est donc les pratiques informationnelles des jeunes et des adolescents en 2023 autour de la désinformation et de la vérification de l'information, dans laquelle intervient notamment Anne Cordier. Et enfin, une enquête plus récente sur l'intelligence artificielle qui précise et vise à déterminer quels sont les usages des Français. Et donc brièvement, une synthèse de l'ensemble de ces enquêtes. Ce qu'on peut noter donc, du point de vue de l'équipement et du point de vue des pratiques, c'est qu'on a donc un taux d'équipement presque maximal donc, pour les publics jeunes en termes de smartphones, qu'on est sur des pratiques médias donc, intensives, individuelles et également connectées. Donc dans la première enquête que je vous ai présentée, il mentionnait 4 heures par jour sur Internet, mais la dernière enquête qui a été produite, là, qui est sortie en avril par le Centre national de la lecture sur la pratique des Français autour de la lecture, mentionne, elle, un montant de 5 heures pour les jeunes par jour sur Internet. On peut noter donc que 60% de ce temps passé sur Internet est donc dédié à une pratique des réseaux sociaux. Et on note aussi, et c'est intéressant, le rôle toujours central de la télévision, qui est donc la première source d'information pour 43% de ces publics, à travers le journal télévisé, et qui est aussi la source qu'ils jugent la plus fiable, en tout cas dans cette enquête. Donc c'est aussi à travers la télévision qu'on peut retrouver cet usage familial et collectif du média. Là, juste un focus sur la deuxième enquête dont je parlais, coordonnée par le Clémy, qui donc détaille les principales sources d'information des adolescents. Donc on peut voir que la télévision est à même hauteur que l'ensemble des autres ressources. Et pour ce qui concerne plus précisément le rapport à l'information et à l'actualité, ce qu'on peut relever, c'est que les jeunes suivent donc moins fréquemment l'actualité que leurs aînés, qu'on a une fréquence de suivi de l'actualité et des thématiques qui sont priorisées, qui vont différer en fonction de l'âge, du genre, du niveau de diplôme et de la socialisation autour de l'actualité. On peut noter aussi que donc, les jeunes recherchent davantage que leurs aînés des informations dans des domaines variés de la vie quotidienne, en mobilisant largement le numérique. Et pour le point spécifique sur la pratique de l'intelligence artificielle, sur les usages autour de l'intelligence artificielle, on note que les 18-24 ans constituent une population qui a le plus recours, sans surprise, avec donc 74% d'entre eux qui l'utilisent régulièrement. Voilà. Merci. Et alors, au niveau de l'ENSIB, au niveau des bibliothèques, que proposez-vous en matière d'EMI ? Alors, moi, je ne suis pas une praticienne. Mon rôle, comme je le précisais, c'est plutôt de travailler à l'outillage des professionnels. Donc, à ce titre-là, l'ENSIB bénéficie d'une subvention du ministère de la Culture dans le cadre de ce plan éducation aux médias, à l'information qui a été développé il y a environ 5 ans et qui mobilise fortement les bibliothèques. Pourquoi les bibliothèques ? En fait, ça fait partie des missions fondamentales de la bibliothèque, l'acquisition des compétences dans le domaine de l'information. C'est le manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique qui le précise. La bibliothèque, c'est aussi une puissance autour du maillage territorial, c'est un équipement de proximité très fort. À l'intérieur, on a des professionnels qui sont spécialistes de la médiation. Et c'est pas rien, cette mention, ce sont aussi des lieux de confiance. Et dans un contexte où on a plutôt une défiance vis-à-vis des médias, c'est un bon ressort pour pouvoir pratiquer cette médiation. Voilà, et donc ces ateliers d'éducation aux médias, à l'information, ils vont donc se décliner autour d'un ensemble de publics. Ça aussi, c'est intéressant parce que souvent les dispositifs d'EMI vont
vont s'adresser plutôt à des publics captifs, par exemple scolaires. En bibliothèque, on peut avoir du public senior, on peut aussi avoir du tout public. Cette EMI, elle passera bien sûr par des partenariats au sein de la bibliothèque, notamment avec des journalistes, mais également des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle. Et juste brièvement, pour citer des exemples d'ateliers qui peuvent être menés. Donc c'est très très large le panel, hein. Ça peut être une connaissance de la fabrique de l'information autour par exemple de fresques de l'information. Ça peut être, et là c'est plutôt du côté des bibliothèques universitaires, des ateliers plus axés sur la pratique de l'enquête, comment on va rechercher de l'information en utilisant notamment les ressources autour de l'OSINT, donc de la recherche en sources libres. On peut avoir donc des ateliers de vérification de l'information avec de l'évaluation, des outils de fact-checking, etc. Et également, notamment en bibliothèque universitaire, des serious games et des jeux qui vont viser à identifier le circuit de production et de diffusion de l'information. Merci. Et alors, du côté de l'éducation nationale, Sandrine Versilli, vous êtes en charge du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, autrement dit le CLEMI. Le CLEMI qui bénéficie d'un ancrage historique très très fort dans l'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Quels sont les objectifs du CLEMI? Selon vous, quelles sont aujourd'hui ses priorités, son actualité, avec une accélération peut-être des enjeux autour de l'EMI? Alors, je vais préciser quelque chose. Je suis coordonnatrice du CLEMI de Grenoble, mais ma mission première, je suis référente académique, donc je suis conseillère technique de monsieur le recteur. C'est-à-dire que le CLEMI est un de mes partenaires, mais ma mission ne se résume pas au CLEMI. C'est-à-dire que je suis chargée par monsieur le recteur de coordonner sur tout le territoire de l'Académie de Grenoble les actions, les projets, mais surtout la politique que va mettre en place l'éducation nationale pour permettre à tous les jeunes, et nous commençons dès l'école maternelle jusqu'à la classe de terminale, pour essayer de faire en sorte que les jeunes aient une éducation aux médias et à l'information. Ce n'est pas une mission simple dans le sens où, vous le savez très bien, vous avez été élève, peut-être qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Nous avons bon nombre de politiques éducatives dont l'EMI fait partie. Vous connaissez bien sûr, si je vous cite, l'éducation au développement durable. Vous avez l'éducation à la citoyenneté. Bref, on s'aperçoit que l'école essaye de prendre en charge des questions de société pour faire en sorte qu'elles s'inscrivent dans la citoyenneté active. Donc, mission peu simple, puisque ça nécessite une coordination sur tout le territoire, encore une fois, premier et second degré, mais aussi une coordination avec les collectivités, mais aussi avec les partenaires culturels, pour faire en sorte que les jeunes puissent accéder à cette éducation. Le CLEMI, pour répondre à votre question, est le centre de liaison donc, pour l'éducation aux médias et à l'information. C'est un opérateur de l'éducation nationale qui existe depuis 41 ans et qui s'est spécialisé dans l'éducation aux médias et à l'information avec on va dire une focale au tout départ, c'était surtout de l'éducation aux médias. Et puis, au fur et à mesure, ces missions se sont diversifiées et le CLEMI est venu sur le terrain de l'information. On le voit très bien à partir de 2005, où on s'aperçoit qu'il y a un changement de paradigme, où l'information devient une notion importante, et pour faire en sorte que cette éducation aux médias et à l'information ne se résume pas qu'à l'information actualité, mais prennent en compte l'information au sens large, c'est-à-dire l'information scientifique, historique, géographique, physique, mathématique, enfin j'en passe et des meilleurs, mais aussi, et là c'est beaucoup plus récent, l'information data, c'est-à-dire tout ce qui concerne les données. C'est-à-dire qu'on fait en sorte dans l'éducation nationale de ne pas résumer l'EMI à seulement l'espace médiatique,
c'est un de ses pendants, c'est vrai, mais on investit de plus en plus cette culture informationnelle, et là, on s'ancre complètement dans les directives de l'UNESCO, qui parlent de culture informationnelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Oui, mais vous pouvez aussi peut-être nous préciser aujourd'hui... Les priorités. Oui, les priorités. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a justement une accélération de ces enjeux, puisque si le climat existe depuis plus de 40 ans, 41 ans, depuis ces dernières années, est-ce qu'il y a eu des modifications ou des changements des enjeux, en tout cas? Alors, le grand changement, l'EMI existe dans les programmes scolaires depuis 2005. C'est-à-dire que depuis 2005, l'EMI a intégré le socle commun de connaissances et de compétences, mais c'était une éducation qui avait de la peine à exister. En 2015, il y a eu une accélération avec malheureusement les attentats, où là, cette fois-ci, le ministère a pris à bras-le-corps cette question et a inscrit de manière très claire l'EMI dans ses programmes scolaires. Ça s'accélère encore un petit peu plus. En 2017, il y a une circulaire sur les missions des professeurs documentalistes qui inscrit dans les missions des professeurs documentalistes la mission d'être experts de l'EMI. C'est-à-dire que dans les établissements scolaires, nous avons la chance d'avoir des pilotes de l'EMI, vraiment des personnes ressources que sont les professeurs documentalistes pour nous aider à mettre en place cette éducation aux médias et à l'information. Et ça s'accélère encore plus avec 2022, une circulaire du ministère de notre ancien ministre, M. Blanquer, qui institue dans chaque académie le poste que j'occupe là aujourd'hui, c'est-à-dire des référents dans chaque académie qui ont comme spécificité de ne s'occuper que de l'éducation aux médias et l'information. Pour répondre évidemment aux besoins de ce qu'on a vu ce matin, on accède tous et toutes à l'information. Les jeunes accèdent à l'information d'une autre manière que nous. Et le défi, c'est de les accompagner pour faire en sorte qu'ils puissent se forger une citoyenneté de manière à être éduqués au choix et de faire les choix, on va dire, les plus responsables et les plus éthiques. Merci beaucoup. On va continuer ce tour avec David Plancheneau. Vous êtes le directeur d'Infojeunes 38, qui est une association d'éducation populaire labellisée Information Jeunesse par l'État, anciennement Adige. Donc c'est un lieu ressource pour les jeunes de 13 à 30 ans, leurs familles, les professionnels. Selon vous, l'EMI, ce n'est pas uniquement vérifier l'information. Alors vous allez nous dire... Qu'est-ce que l'EMI selon vous? Qu'est-ce que fait Infojeunes 38? Et puis, quels sont vos objectifs auprès de Bonjour à tous. Donc, Infojeunes 38, c'est une association. Donc, l'idée, c'est d'accueillir tous les jeunes de manière gratuite et anonyme et de manière inconditionnelle. Il y a des structures un peu partout en France. Donc il y a le Beach des Chirolles par exemple. Donc il ne faut pas hésiter à envoyer les jeunes dans ces structures. Peu importe la question qu'ils peuvent avoir, ils trouveront un interlocuteur. Concernant l'éducation aux médias et à l'information, effectivement, alors moi je ne vais pas trop parler de recherche ou d'études, je vais plutôt parler de ce qu'on fait dans l'asso. On était frustrés en fait de faire que de l'esprit critique à proprement parler, de la vérification de l'information. On s'est dit que l'EMI était un peu plus large que ça, donc on a essayé d'ouvrir. Donc on a aussi plus qu'ouvrir, on a essayé de creuser les sujets qu'on abordait parfois dans l'esprit critique. Donc au lieu d'avoir un atelier d'1 heure où on va vérifier de l'information, parler de les bulles de filtre, parler des réseaux sociaux, parler des médias plus traditionnels, on a tout scindé, on a créé 6 ateliers qui sont assez longs, ils durent 2 heures chacun pour aller creuser chacun de ces points de vue. Donc des médias d'information aux jeux vidéo, au comportement que les jeunes ont en ligne, pour essayer d'avoir une vision un peu plus globale de l'EMI. Et aussi
avoir un peu un point de vue. On parlait d'éducation aux médias, et il y a cette idée que l'EMI, en fait, je vois ça comme quelque chose d'assez agile, c'est-à-dire que ça va bouger. Voilà. Les médias auparavant, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc les journaux, la radio, la télévision, maintenant c'est Internet, maintenant c'est l'intelligence artificielle. Donc l'EMI doit toujours se mettre à jour, se re-questionner. Et j'ai aussi dans l'idée que c'est agile par rapport au sujet qu'on doit aborder. On parle d'information et c'est forcément lié aussi dans la société, où est-ce qu'on en est. Donc il peut y avoir des situations un peu de crise. On parle d'écologie, on parle de politique. Donc est-ce que l'EMI, en tout cas nous, c'est la direction qu'on est en train de prendre, c'est aussi pas uniquement aborder l'EMI de manière globale, mais peut-être l'aborder au travers d'un sujet précis. Voilà. Et se dire, ok, aujourd'hui on va parler d'écologie, on va parler de politique, et aussi prendre des sujets en main qui peuvent faire un peu peur. Avec un atelier nouveau qui s'appelle Politisons-nous, dont on parlera cet après-midi, si vous êtes là, dans les retours d'expérience. Nous enchaînons avec Marion, qu'on retrouvera aussi cet après-midi. Voilà, mais pour l'instant, on l'a avec nous. Marion Sabourdi. Alors, vous êtes responsable éditoriale d'Écosciences Grenoble et chargée des nouveaux médias à la Casemate à Grenoble. Alors, à la Casemate, vous organisez des marathons de l'édition depuis 2017. Hein, on va s'arrêter là. Ce sont des éditatons pendant lesquels des personnes contribuent sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche de l'éditaton depuis sa genèse? Pourquoi donc? Quelle est son actualité aujourd'hui? Et comment, selon vous, cette démarche s'inscrit dans des objectifs d'EMI? Effectivement, en 2017, il nous fallait Internet quand même et Wikipédia pour pouvoir travailler dessus. Donc effectivement, je fais partie de la Casemate, plus largement de Territoire de Sciences, qui est un organisme de diffusion de la culture scientifique. Donc c'est juste un petit rappel, je n'ai pas été formée à l'EMI, où on est plutôt un organisme de culture scientifique, mais je pense qu'on va en discuter aussi. Hein. On est très liés, je pense qu'on brasse des thématiques assez proches, l'éducation aux médias et les sciences. Vraiment, il y a une notion de proximité, à la fois thématique et dans la démarche aussi, dans recouper les sources et tout. Donc voilà, peut-être qu'on en reparlera dans le deuxième tour de table. Et donc nous, en tant que centre de sciences, déjà on a assisté à pas mal on pourrait dire, de phénomènes ou de sujets qui peuvent traiter d'actu, dont l'arrivée des youtubeurs scientifiques. On a brassé ces sujets, mais on ne se sentait pas forcément légitime jusqu'à récemment à se lancer là-dessus. Et il a fallu qu'on rencontre des Wikipédiens. On en a au moins une dans la salle, peut-être plus, je ne sais pas. Pour se dire, tiens, peut-être qu'en tant que centre de sciences, en s'approchant de partenaires comme des Wikipédiens et d'autres, et je les citerai sûrement tout à l'heure, on peut en fait utiliser des formats qui existent déjà. Donc l'éditaton, je vais le décrire juste après, mais c'est un format porté sur la plateforme Wikipédia par des Wikipédiens. On s'est approprié ce format et on y a mis la petite couche de science qui va bien. Et depuis 2017, on le met en œuvre avec nos partenaires. Donc ça, c'est un peu pour les coulisses. Et donc, ce format d'éditaton, ça consiste on prend quelques heures ou quelques jours, si vraiment on est très motivé, et on édite des pages de la plateforme Wikipédia. Soit on en édite, d'ailleurs, on les corrige complètes, on ajoute des liens, des sources. Soit on peut en traduire d'une plateforme Wikipédia d'une autre langue vers la plateforme francophone, soit carrément on peut en créer. Et nous, on s'est dit, quitte à éditer la plateforme Wikipédia, on pourrait éditer sur des sujets de science, on pourrait prendre une thématique de science et éditer des pages scientifiques. On s'est dit qu'on allait aussi ajouter une autre couche, histoire de rajouter une petite difficulté, la couche femmes et sciences. Parce que là aussi, je pense en EMI, on a cette question des représentations. Dans notre milieu de la culture scientifique, on a cet énorme défi pas d'intéresser parce qu'elles sont intéressées, mais de légitimer les femmes de science parce qu'elles existent, elles sont là, elles ont été invisibilisées depuis longtemps, et motiver aussi les jeunes filles à faire des sciences. Donc voilà, on s'est dit, dans cette idée qu'on peut mixer, ce que tu disais tout à l'heure, qu'on peut mixer de l'éducation aux médias, mais aussi des thématiques
politique et importante dans nos milieux. Nous, c'est la thématique femmes et sciences. Donc l'idée, c'est que sur Wikipédia en 2017, enfin 2016-2017, à l'époque, il y avait à peu près 16% de biographies qui étaient des biographies de femmes. Toutes les autres, c'était des biographies d'hommes. Donc vous imaginez le gender gap, comme on dit. Donc assez énorme, qui a été repéré par des bénévoles qui ont ensuite lancé le groupe et l'association Les 100 pages. Donc voilà, qui a été ensuite notre partenaire pour cet événement. Alors eux et elles, je leur rends vraiment hommage parce que elles font ça toute l'année en fait sur la plateforme. Nous, on fait ça une fois par an avec elles, avec l'association Parité Sciences, avec les Wikipédiens locaux, et on prend ce temps, quelques heures, pour éditer des pages de femmes scientifiques. Et depuis 2017, on en a édité ou créé à peu près 300. Alors plutôt édité globalement, mais on en a publié un certain nombre de nouvelles. Et entre tout ce que font les 100 pages, ce qu'on a fait à notre petite échelle et tous les autres éditatons Femmes et Sciences, entre 2016 et maintenant, on est passé de à peu près 16 à peu près 20% de biographies qui sont celles de femmes sur Wikipédia. Donc on voit qu'on en est encore, on est loin de la parité encore, mais ça s'améliore un petit peu. Comment se déroule un éditaton, concrètement ? Alors, il y a du travail en amont. Là aussi, grâce aux Wikipédiens bénévoles, on peut identifier des pages. Alors, les identifier, à la limite, c'est peut-être pas le plus compliqué parce qu'on connaît des femmes scientifiques qui, à nos yeux, pourraient mériter une page sur Wikipédia. La question, c'est que sur Wikipédia, il y a des règles, il y a des notions notamment d'admissibilité. On ne peut pas ajouter n'importe qui. Et on ne peut pas ajouter forcément même des femmes qui auraient une très belle carrière scientifique. Il y a des notions de médiatisation de ces femmes. Il y a des notions si elles ont reçu des prix dans leur domaine. Pour ceux qui connaissent, par exemple, la médaille d'or du CNRS, et après des prix encore plus prestigieux du type prix Nobel ou autre. Donc ces critères-là, tout ce travail-là, on le fait en amont. On cherche, on détermine souvent une thématique d'ailleurs. Les premiers éditatons, on n'en avait pas, mais ensuite pour nous aider à un petit peu affiner la recherche, on prend une thématique scientifique. L'astro, l'environnement, la géologie. Cette année, c'était les énergies. On a pu faire les neurosciences aussi. Et grâce à des chercheuses, des chercheurs, en général on a un labo partenaire chaque année, grâce à des doctorants aussi, on repère ces femmes. Grâce aux Wikipédiens, on vérifie l'admissibilité et on a comme ça une liste soit de pages à éditer, soit de noms de femmes dont on va créer la page. Et le jour J, c'est des participants et des participantes qui viennent un peu de tous horizons. On a pu avoir au début, on avait beaucoup de chercheurs, chercheuses, mais petit à petit, on a ouvert beaucoup plus l'événement. Cette année, on avait des lycéens, on avait des étudiants de l'école Brassard notamment, donc des étudiants en illustration, alors des chercheuses, des ingénieurs, des personnes associatives, des curieux. Et pendant quelques heures, une soirée, il y a des années où on a fait plus longtemps, mais au moins une soirée, il y a une petite formation de 40-45 minutes. Donc cette année, c'est Aude qui est ici d'Infojeunes 38, donc, qui a fait cette initiation. Donc on a eu ce double regard wikipédien et Infojeunes qui était très intéressant. Voilà, on initie quand même assez rapidement et après on passe au timing, au temps d'édition. Donc chacun a son ordinateur et on publie grâce aux Wikipédiens. Et bien sûr, arrive toute la question de comment on crée une page, comment on la source, qu'est-ce qu'on raconte dedans. La petite surcouche aussi autour des femmes, comment on écrit sur des femmes, comment on évite les biais quand on écrit au sujet de femmes. Typiquement, on essaye d'éviter de mettre en premier et en énorme qu'elles sont la femme d'eux, la fille d'eux, ou qu'elles ont X enfants, ou que voilà. Malheureusement, sur pas mal de sources, on peut avoir ça. Alors que ce qu'on écrit, ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'elles font en tant que chercheuses. Alors bien sûr, il y a des infos personnelles parfois sur les pages. Et puis l'histoire des sciences montre que très souvent, il y a eu un fonctionnement en couple, où le frère, la sœur, des fratries de scientifiques, ou bien des enfants qui peuvent aider à la recherche des parents. Mais malgré tout, on veut remettre en avant l'apport précis de ces femmes-là. Merci. Et peut-être au point où on en est de la discussion, donc l'idée, ça sera aussi de voir comment on fonctionne dans une définition commune et qui fonctionne moins en silo, c'est-à-dire qu'on puisse croiser les regards au maximum. Peut-être qu'on peut faire un point avec vous, Mathilde Larieux, sur justement un partage de ressources, puisque vous avez collecté
différentes ressources dont on a vu certaines ce matin, mais qui permettent aussi à chacun d'aller chercher une information scientifique qui est menée par des universitaires, donc qui sont des points de convergence et où chacun peut aller rechercher une information qui est étayée, qui est scientifique. Oui, alors l'idée en fait c'était de faire un petit point sur ce que la recherche en éducation aux médias et à l'information peut apporter. Dans l'idée de répondre aussi à cette question, est-ce qu'il y a des préconisations quand on fait de l'EMI ? Voilà, donc c'est juste très brièvement encore une petite synthèse de ce que dit la recherche, donc notamment en sciences de l'information et de la communication. Donc la première chose que je voulais mentionner, c'était donc cet ouvrage qui est publié aux presses de l'ENSIB et qui est donc accessible en ligne. Recherche francophone sur les éducations aux médias, à l'information et au numérique, dans lequel on a un article dans lequel intervient notamment Jacques Gonnet, qui est spécialiste d'éducation et médias, et dans lequel il précise qu'il y a vraiment un consensus pédagogique sur le fait qu'apprendre à faire du faux est contre-productif et qu'il faut plutôt se concentrer sur l'apprentissage, comment on construit l'information. En effet, ça peut représenter un contresens, en fait, apprendre à l'idée qu'en fait, qu'on enseigne le faux. Donc ça, c'est un peu une première piste, et si je la mentionne, c'est parce que il existe beaucoup d'ateliers d'éducation aux médias, à l'information, qui tournent autour de création d'un faux complot, par exemple. Donc c'est pas pour dire que c'est pas bien, etc. Hein. Voilà, c'est juste cette petite nuance, et je pense aussi que plus on fait d'EMI, plus on avance dans la façon dont on peut la faire, et voilà, on procède aussi par expérimentation. Mais donc la première préconisation, c'est donc cette idée que aborder les ateliers sous l'angle de la désinformation, ça peut être contre-productif. La deuxième étude, c'est celle sur laquelle on a eu plus de détails dans le cadre de l'intervention de Guénel ce matin. Donc l'enquête sur la fatigue informationnelle, qui va donc préciser donc le repli sur les médias sur lesquels on a vraiment confiance, avec donc un effet de polarisation, qui mentionne aussi cette baisse de la confiance dans les médias, et qui mentionne aussi, en tout cas dans ce que j'en ai lu, la corrélation entre la fatigue informationnelle et une tendance à la hausse au populisme ou au complotisme. Donc ce que cette enquête peut nous apprendre aussi, c'est que c'est l'ambition d'essayer de réengager les citoyens dans un rapport qui soit plus constructif avec l'information. Avant celle-ci. Un autre point, c'est dans ce qui pourrait être contre-productif, c'est dans la posture des médiateurs, médiatrices d'EMI, la posture de prescription, l'idée de se présenter avec l'axe EMI étant celui qui dit le vrai, avec l'idée aussi qu'il y aurait des médias qui disent le vrai et des médias qui disent le faux. Voilà, ça également, ça peut être plutôt contre-productif. Voilà, on a donc ensuite une autre donc ça, c'était un webinaire qui est récent, du 4 avril, dont le replay sera prochainement en ligne, avec une intervention de Pierre Fastrès, qui est donc professeur en communication à l'université de Louvain, et qui montrait, je trouvais ça intéressant, désolé pour l'image, c'est une photo d'un écran, ça rend pas grand-chose, mais il montre en fait qu'il y a deux paradigmes dans l'EMI, qu'il peut y avoir une approche de l'EMI qui va viser à protéger les individus, donc ce qu'il appelle un paradigme protectionniste, on protège de la désinformation, on protège des biais cognitifs, sans prendre en compte les contextes, et on pourrait avoir un autre paradigme qui serait plus critique et qui donc viserait lui à l'empowerment des individus, donc à développer leur capacité critique, tout en prenant en compte leur pratique sociale. Et ce spectre-là, je le trouve intéressant pour pouvoir aussi placer des personnes qu'on entend, qui sont très médiatisées dans le paysage sur la question des médias, et pour pouvoir voir où ils se situent, où est leur axe d'intervention. Je pense notamment à Gérald Bronner ou à l'approche qui va être sur les biais cognitifs, qui va être plutôt donc du côté gauche, dans cet esprit de
On vise à protéger l'individu. Voilà. Et autres travaux qui sont intéressants, qui sont également accessibles en ligne, c'est une conférence de 3/4 d'heure donc d'Alexandre Coutan, qui est chercheur en sciences de l'information, de la communication à l'UQAM au Québec, qui a donc fait une conférence. Les publics sont-ils si crédules ? Et donc en ligne sur le site que propose l'ENSIB, dédié à l'EMI. Et cette conférence, elle est en lien avec les travaux d'Isée Vauchez, qui est donc une chercheuse en sciences politiques et qui a fait un article, La crédulité des crédules, en réponse notamment à cet essai de Gérald Bronner sur la démocratie des crédules, dans lequel elle met en relief en fait la structuration enfin comment le discours médiatique il structure les fake news comme un problème public en lien avec une crédulité supposée de publics jeunes et populaires. Et donc elle montre comment ça s'est associé à une vision stigmatisante des pratiques jeunes. Et cet article, c'est pas donc, bien sûr, il ne s'agit pas de remettre en cause la problématique des fake news, hein, mais de montrer l'impact du traitement médiatique et aussi de rappeler l'importance d'avoir une approche nuancée pour comprendre la complexité des croyances autour de la désinformation. Et je termine juste avec ça. C'est donc les rencontres numériques du ministère de la Culture. Ce sont des rencontres annuelles et donc celle de 2023 était dédiée à la démarche d'évaluation autour des dispositifs en éducation aux médias, à l'information. Et donc il y a une courte vidéo d'une 20aine de minutes qui est très intéressante, qui propose une restitution d'évaluation qui a été menée autour du jeu Ocytocine, qui a donc été créé par le Dôme, qui est un centre de culture scientifique, technique, industrielle. C'est un jeu qui est accessible librement, hein. Il est présent dans de nombreuses bibliothèques et autres lieux. L'idée de ce jeu, c'est un jeu de bluff et de déduction qui vise à explorer les réseaux sociaux. Et donc, pour ce jeu, l'idée, c'est de faire le buzz en fait, avec ces informations. Et donc, cette démarche d'évaluation, elle a porté sur des personnes qui jouaient au jeu Ocytocine et d'autres personnes qui jouaient à un autre jeu, qui étaient donc sur des mêmes processus d'un point de vue ludique. Et ce qui est montré, c'est qu'à l'issue, les personnes qui ont fait le jeu Ocytocine seraient moins enclines à vérifier l'information que les autres qui ont fait cet autre jeu, qui n'affichaient pas dès le début l'ambition d'éducation aux médias, à l'information. Donc peut-être avec une position un peu de défiance. Donc je trouve cette démarche d'évaluation vraiment intéressante parce qu'elle invite aussi à se questionner sur l'impact aussi que ça peut avoir ces dispositifs et aussi à faire évoluer les dispositifs. Hein. Le jeu Ocytocine, je pense que par ailleurs il est très intéressant et donc il est toujours utilisé. Mais voilà, à montrer qu'on est dans une démarche aussi encore une fois d'expérimentation et que les choses peuvent évoluer. Voilà, et je termine en une seconde pour vous dire que pour aller plus loin, vous avez aussi un ensemble de 4 ouvrages qui sont donc publiés aux presses de l'ENSIB et qui sont donc dédiés à la désinformation, à l'éducation critique aux médias, à l'information et à la place notamment des bibliothèques. Merci beaucoup pour le partage de ces ressources qu'on pourra retrouver en ligne, parce que vous n'avez peut-être pas eu le temps de noter toutes les références. Mais c'est l'importance aussi de partager les mêmes sources d'informations, aussi d'aller chercher la source là où elle est. On peut la trouver et la partager. L'importance aussi de l'évaluation, ce que vous soulignez dans justement le jeu de Ocytocine, enfin en tout cas ces retours. Comment est-ce qu'on peut évaluer nos actions d'EMI mais avant d'en parler, je voulais revenir sur le fait que vous soyez tous les 4 d'horizons professionnels différents. Ça interroge les actions d'EMI, justement, qui peut-être fonctionnent un peu trop en silo. Et vous, Séverine Vercelli, avec votre rôle de référente académique, vous êtes en position d'observer comment ça se tisse, ou parfois comment ça peine à se tisser, les liens entre le monde de l'école, de la culture, de l'information, du social. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, faciliterait la mise en réseau des acteurs de l'EMI ?
quelle coopération, surtout, vous semble indispensable à tisser? Vaste question. Alors, tout d'abord, ce qui est important, c'est de s'intéresser au fait que l'éducation aux médias et l'information n'est pas une discipline. Je ne sais pas si elle le sera un jour, mais elle tire sa richesse de son interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on peut s'interroger si ça sera un jour ou pas une discipline dans le milieu scolaire, mais en même temps, le fait que ça soit une éducation qui est transversale, que l'on retrouve dans tous les champs disciplinaires, et j'insiste bien, dans tous les champs disciplinaires, ça fait sa richesse. Et cette richesse-là, elle est importante et ça nous permet, je trouve, de fonctionner moins en silo et d'avoir cette ouverture. Vous parliez tout à l'heure des femmes. L'EMI, en tout cas moi dans mes missions, je travaille énormément avec ma collègue qui est chargée de l'égalité filles-garçons. Je travaille énormément avec la cellule phare qui s'occupe de tout ce qui est cyberharcèlement. Donc vous voyez que je ne sais pas si un jour ça sera une discipline, mais en tout cas la richesse du fait qu'elle soit partagée, c'est vraiment une richesse. Le problème, c'est ça peut être aussi un inconvénient dans le sens où elle est partout et parfois elle est nulle part. Donc tout l'intérêt de travailler avec les partenaires, et là vous avez donc tous les professeurs, puisque j'insiste bien, puisqu'il y a son caractère très transversal, qui montent des projets, vraiment des partenariats avec le monde des médias, mais aussi avec les associations, pour faire en sorte qu'il y ait une plus-value pour nos élèves sur vraiment cette découverte de la culture au sens large, du monde médiatique au sens large. Et je crois que là, on a une carte à jouer, à développer ces partenariats, mettre en place, par exemple, je vous donne l'exemple de la résidence de journalistes, on en a eu dans notre académie. Vous avez un grand projet qui est en train de se mettre en place en Haute-Savoie, qui est un projet transfrontalier pour faire travailler ensemble des élèves français, suisses et italiens sur la problématique de la transition écologique, environnementale, en lien avec l'EMI. Donc vous voyez que ce sont des actions qui se mettent en place sur le terrain, et l'éducation nationale a grand besoin de ses partenaires médiatiques, culturels, etc., pour que nos élèves accèdent à une connaissance, on va dire, de ce monde médiatique qui nous échappe. L'école n'est pas une professionnelle des médias, donc elle a besoin de travailler avec ses partenaires pour enrichir la culture de nos élèves, et notamment, c'est peut-être un mot qu'on a peu employé ce matin, leur esprit critique. Alors, c'est pas un gros mot, mais l'esprit critique, c'est bien beau, mais c'est si compliqué à développer. Et puis là, ce qui nous arrive vraiment de plein fouet, et je crois que là, on a tout intérêt à travailler en partenariat, ce sont toutes les IA génératives. C'est-à-dire que là, l'école prend de plein fouet les IA génératives, et notamment sur tout ce qui est production de contenu, production d'images. Nos élèves sont bien en peine parfois de démêler vrai du faux. Et je vous rejoins, nous on a cette priorité de ne pas entrer dans l'EMI du côté des fake news. Non, c'est de rentrer par la construction de l'information. C'est-à-dire comment se construit cette information, qu'elle soit documentaire, scientifique, médiatique, donnée, etc., etc. Et le Clémy, c'est depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Mais que se passe-t-il quand on a eu son bac? Et la question que je pose à tous les quatre, c'est finalement l'éducation aux médias et à l'information. Tout au long de la vie, ça se passe comment? Est-ce que InfoJeune 38, vous êtes en relation avec des jeunes jusqu'à 30 ans, plus peut-être? Quel est, selon vous, l'intérêt de faire de l'éducation aux médias et à l'information tout au long de la vie?
L'intérêt, c'est que on voit bien qu'il y a plein d'adultes qui font n'importe quoi. Et après, comment le faire aussi, parce que l'intérêt, comme on a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, le MI, c'est quelque chose qui bouge, qui change, donc faut qu'on se mette à jour toujours, quel que soit notre âge. À un moment, faut qu'on, l'IA, comme on en parle là, ça vient d'arriver. Y a plein de gens qui sont complètement au chou sur l'intelligence artificielle, et va bien falloir s'y pencher. Après, comment le faire ? Nous, on a un public de 11-30 ans. Quand on fait de l'EMI, souvent, ça va être sur du 11-17 ans. Les plus âgés, on va créer du partenariat avec d'autres personnes qui ont justement ces publics. Donc, on peut aller voir, une CESF pour organiser un atelier avec les parents pour traiter de ces sujets, parce que ça va pas être notre public direct, mais par contre on va avoir un sujet commun et on va on va travailler ensemble pour avoir la spécialité de la CESF famille, et puis notre point de vue sur l'EMI, peut-être plus lié à la jeunesse si c'est des parents ou autres. Mais la difficulté aussi que je vois, et qui est en lien avec le public adulte, c'est que je trouve que sur l'esprit critique, finalement, il y a un bon travail qui a été fait, au point où les questionnements qu'on dit aux gens de se poser se retournent contre nous, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on amène une information, une source, elle est questionnée. Voilà, et c'est super. Sauf qu'on arrive aussi à des limites où beaucoup de gens, moi je sais que j'en fais partie par exemple, et beaucoup de gens dans la population, ont peut-être pas les connaissances et le niveau nécessaire pour aller jusqu'au bout de cette vérification d'informations. À un moment, on arrive sur une étude. En vrai, moi, je sais pas si une étude elle est bien faite ou pas. Je serais pas capable de le savoir. Donc, à un moment, on retombe sur la question de la confiance. Donc, on est obligé à un moment de croire en quelqu'un, de croire en quelque chose, pour accepter que ce qu'il nous dit, c'est vrai, parce qu'on n'a pas tous les compétences d'aller le vérifier soi-même. Et ça, par contre, c'est une difficulté que j'ai pas de réponse, voilà, et une difficulté qu'on va aussi avoir avec les adultes. Et on en revient à la question de la science, etc. Donc, comment avoir cette culture scientifique, peut-être, cette culture de la preuve, etc., qui peut être diffusée auprès des gens. Excellente transition pour vous, Marion. C'est justement cette culture scientifique et travailler avec un public qui est aussi adulte du côté de Territoire de Sciences. Alors, c'est vrai, on voit cette limite parce qu'effectivement, on travaille avec tous les âges, mais nos actions, Éditaton notamment, sont tournées vers les adultes. La limite qu'on voit, et on la partage également dans notre milieu, le fait de ne pas connaître, ne pas savoir lire une étude, par exemple, dans le milieu du climat. On cumule, je pense, un peu tout ce qu'on a vu ce matin, entre le fait de devoir faire confiance, alors certes, à un nombre énorme de scientifiques, à ce consensus scientifique, mais pour certains, ça ne suffit pas. Pour certains climato-sceptiques, même d'avoir 90% des chercheurs qui sont OK, ça ne leur suffit pas. On a cette question-là. Toujours sur le climat, on a la question de la fatigue informationnelle, les personnes qui n'en peuvent plus d'entendre parler de ce mur qui nous arrive dessus. Donc là, on cumule beaucoup de choses. Nous-mêmes, on a une approche, une culture et un historique qui fait que les gens qui rentrent dans nos lieux sont quand même déjà des gens en partie acquis à la cause culture scientifique, si je peux m'exprimer comme ça. Donc parmi les quelques leviers qu'on peut avoir, nous, et qu'on expérimente, parce qu'on est loin d'avoir... on n'a pas trouvé la solution à ces questions-là. On expérimente sur des temps comme la Fête de la Science, par exemple, que je coordonne en Isère. On essaye de s'approcher de ces acteurs. Alors les médiathèques, par exemple. L'année dernière, on avait 40 médiathèques qui ont participé à la Fête de la Science en Isère. Le maillage territorial au top, du coup, parce que c'est vraiment des acteurs de proximité. Mais une question de confiance par exemple, des médiathécaires qui sont majoritairement formés plutôt... on va dire, qui ont un profil plutôt littéraire et qui ont une petite crainte sur l'idée de se lancer autour des sciences. Donc finalement, moi qui coordonne cet événement, quand je suis arrivée à la coordination de cet événement, je pensais que j'allais en fait
discuter de quoi on va parler, positionner des événements à droite à gauche, je me retrouve plutôt à discuter avec ces personnes-là, donner confiance dans le fait que si vous pouvez vous exprimer sur des questions de science, on peut aller sur des questions politiques aussi, même à la fête de la science, il faut y aller. On peut parler par le prisme de l'EMI de questions de science quand on est un médiathécaire et que peut-être on a peur de rentrer frontalement sur ces questions de science. Donc voilà, notre rôle qui jusqu'à il y a peu, et là je parle des centres de sciences en général, dont le Dôme aussi à Caen, notre rôle était beaucoup de produire des expos, de faciliter des conférences avec des chercheurs. Je pense que maintenant, il y a toujours ces questions-là, hein. Mais on va aussi vers le fait d'être peut-être facilitateur de rencontres, mise en lien de toutes ces personnes qui, sans être spécialistes de sciences, ont envie quand même de parler de ces sujets, ou de parler d'esprit critique, ou de parler de vérification des sources. Les journalistes scientifiques, pour ça, sont, je pense, ce sont des acteurs qu'il faudrait peut-être qu'on arrive à mettre, qui serait peut-être notre point de pivot entre nous tous, parce qu'ils ont une formation journalistique avec tout ce qu'on peut amener d'éducation à l'image, aux médias, à l'information. Mais ils ont aussi cette culture scientifique qui se sont forgés. Ils ne sont pas tous formés aux sciences d'ailleurs au départ, hein, mais en tout cas ils se sont forgés cette culture-là. Ils lisent des publications, ils discutent avec des chercheurs. Pour moi, c'est vraiment des acteurs peut-être qu'on peut mettre au centre. Et j'en parlerai tout à l'heure, mais nous, dans le projet qu'on a mené ensemble avec la Maison de l'Image, au lycée Marie Curie, on avait 2 journalistes scientifiques qui sont venus présenter. Et je pense qu'il y avait cette richesse, cette surcouche science qui a vraiment apporté quelque chose à ces jeunes. On a pu parler de journalisme, mais aussi de questions de sources, un peu de données aussi, parce qu'il y a une des 2 journalistes qui travaille sur des énormes bases de données européennes, qui fait des consortiums de journalistes, qui travaillent ensemble. Donc, les lycéens ont pu un peu toucher du doigt des méthodes, des techniques, des choses dont ils n'avaient pas du tout conscience au départ. Voilà, je suis peut-être partie un peu dans tous les sens, mais le fin mot, je pense, c'est les partenariats, bosser ensemble, se faire confiance et puis ne pas hésiter à aller sur des terrains communs ensemble. Et ça reboucle bien sur justement la nécessité de travailler ensemble, sur aussi cette capacité de travailler sur sa posture, ce qui reboucle aussi avec ce qu'on a dit ce matin, le choix de son attention qu'on accorde ou qu'on choisit d'accorder. Avant de laisser la parole pour quelques questions dans la salle, je voulais juste vous poser à chacune une question qui serait un peu votre vœu idéal, selon vous, de là où vous êtes, quelle place pourrait prendre l'EMI ou alors un schéma idéal de développement de l'EMI par la pratique, je ne sais quoi. En tout cas, de là où vous êtes ou ensemble. En tout cas, chacun son tour. Pour moi, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de proposer de l'EMI au sein des entreprises. Elle s'appellerait peut-être pas EMI parce que je pense que ça donne pas très envie comme terme, mais ça pourrait s'appeler développer son esprit critique ou mieux connaître les sources d'information. Donc je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais je pense que ça serait vraiment, vraiment intéressant de pouvoir arrêter d'associer systématiquement l'EMI au public jeune ou au public senior. Mon vœu, ou du moins les perspectives, depuis la rentrée 2024, nous avons un nouveau programme qui n'est pas nouveau, hein, mais dont les thématiques ont été renouvelées, qui est l'enseignement moral et civique, qui pour la première fois inscrit très clairement dans ce programme la dimension EMI. Donc, c'est-à-dire, c'est de travailler sur cette culture de la démocratie au regard des problématiques qui traversent la société, comme l'EMI, comme l'EDD, etc. Donc moi, mon vœu le plus cher, cela serait que dans l'éducation nationale, et encore une fois, j'insiste bien, dès l'école maternelle jusqu'à la classe de terminale, puisque les dernières enquêtes montrent que les 7-10 ans sont 20% à posséder des smartphones. Donc c'est-à-dire que l'EMI, ce n'est pas que le collège et le lycée, ça commence déjà dès l'école primaire et maternelle. Donc moi, mon vœu le plus cher, cela serait qu'on arrive à construire un parcours EMI qui soit identifié par tous les professeurs, qui soit, je dirais, intégré par tous les champs disciplinaires,
sous le pilotage des professeurs documentalistes, en lien avec les partenariats, pour que tous les élèves, et j'insiste bien tous les élèves, aient accès à cette éducation. Parce qu'on s'aperçoit très concrètement sur le terrain que vous avez des élèves qui font très peu de EMI, parce que ils ont des professeurs qui ne l'investissent pas. Ou, voilà. Donc moi, mon vœu le plus cher, cela serait qu'il y ait un parcours réel de EMI et qu'on évalue les compétences de nos élèves. Là, parce que là, pour l'instant, ce qui fait un peu défaut, c'est que nous faisons de l'EMI, mais on a du mal, encore une fois, à l'évaluer parce qu'on manque de critères. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on travaille sur un référentiel commun pour qu'on puisse enfin évaluer cette éducation. Alors, des vœux. Je sais pas, j'en ai deux, on va dire, même s'ils sont liés. Ça serait déjà que on ait le droit de sortir un peu de notre neutralité pour vraiment se concentrer sur peut-être des choses, de l'objectivité. Et que si on doit dire que, par exemple, CNews est une chaîne d'extrême droite, eh ben, on ne nous tombe pas dessus en nous disant « vous n'êtes pas neutre », parce que c'est la première chaîne d'information en France et qu'à un moment, il faut aussi poser des choses qui sont vérifiables, malgré tout, et même si ça peut sortir, entre guillemets, de notre neutralité. Donc voilà, il y a cette question objectivité, neutralité, à un moment, est-ce qu'il ne faut pas aussi aller, il y a des combats entre guillemets à mener, toutes les idéologies ne se valent pas et à un moment, nous en tant qu'éducation populaire et aussi dans l'éducation aux médias à l'information, je crois qu'il y a parfois des partis pris à prendre. Et le deuxième vœu, ça serait que cette EMI, on parlait de la porter auprès d'autres publics. Moi, j'aimerais bien que peut-être il y ait des mises à jour qui soient faites justement auprès de certains journalistes et certains hommes politiques. Parce que c'est compliqué de dire aux gens de vérifier de l'information quand les personnes qui nous transmettent l'information, les personnes les haut placées, ils prennent pas en compte les études, les recherches, ils s'en foutent, ils disent n'importe quoi. Ils disent que c'est vrai, que c'est pas vrai, que... Franchement, c'est difficile de défendre quoi que ce soit après quand on voit ça. M'inscrire là-dedans en tant qu'ex-journaliste scientifique. Je prends l'autre micro si tu veux, Gaëlle. C'est bon, oui. En tant qu'ex-journaliste scientifique, le fait de réussir à donner une vraie place aux sciences dans les médias, et donc, alors en éduquant effectivement des journalistes et des hommes politiques, en donnant plus de place aux journalistes scientifiques que je citais tout à l'heure, parce que les pages sciences ont souvent été reléguées à une page un peu récréative pour les amoureux des protons et des neutrons, et c'est resté bien dans on pourrait dire isolé du reste, alors qu'on sait très bien que c'est transversal à tout ce qu'on vit, des pages politiques. Alors maintenant, il y a quand même des pages écologie, mais bon, bref, jusqu'aux pages sport, on peut parler de science un peu partout. Donc ça, c'est un peu un côté, ce prisme-là que j'ai eu, moi, en tant qu'ex-journaliste. Et puis, si je peux mixer ce dont on parle en éducation aux médias et ce qu'on fait lors de notre éditathon autour des questions de femmes et sciences, si on pouvait donc momentanément, dans nos têtes, fusionner ça, réfléchir en fait à cette question de la confiance. Parce qu'on parlait d'éducation aux médias depuis la maternelle, on a les mêmes problématiques pour l'accès des jeunes femmes aux sciences. Ça ne se règle pas au lycée, ça ne se règle pas en terminale. Ces choses-là, c'est pas en faisant rencontrer une ingénieure devant une classe de terminale qu'on va faire venir magiquement 35 jeunes filles aux sciences. C'est dès la maternelle qu'on doit montrer aux jeunes filles que si elles sont curieuses de questions de science, elles peuvent poser des questions, elles peuvent attraper un outil, elles peuvent passer devant un garçon pour faire quelque chose et pas se mettre au fond de la cour de récré. Bon, études à l'appui, je ne vais pas vous les citer, mais il y a plein d'études là-dessus. Donc, en fait, je pense que ça procède exactement de la même chose. C'est de se dire, j'ai le droit d'être curieuse, j'ai le droit de m'informer, on va m'aider à produire quelque chose, à prendre la parole
à écrire, à parler, à me tenir, à exprimer mon avis. Alors après, on en fait quelque chose, on devient éventuellement journaliste ou femme politique ou scientifique, mais on se dit pas à 5 ans, 6 ans, je suis nulle en sciences, je comprends rien aux maths et je vais pas m'informer parce que de toute façon, c'est pas pour moi. Donc il y a une notion autour du genre, autour de la classe sociale, de ne pas se sentir rejeté ni pour des questions d'information, ni pour des questions de genre ou de milieu. Voilà, qu'on se sente autorisé. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose de très difficile à rendre réel dans nos structures. On n'a pas une ligne donner confiance à nos publics. Je sais pas, j'ai pas de solution là tout de suite, mais je pense que ça serait très important qu'on s'y penche et qu'on trouve des petits outils de ce côté-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre. Et c'est le moment des questions. Si vous avez quelques questions à poser, c'est maintenant ou jamais. Alors, rebonjour. C'était juste pour abonder dans ce que vous disiez autour de la place de l'esprit critique dans l'enseignement. Je voulais aussi aller sur un terrain qui est les personnes qu'on nomme complotistes, etc., pensent eux-mêmes faire preuve d'esprit critique, puisqu'ils se posent en opposition à un modèle dominant qu'on leur assène de façon un peu magistrale par le pouvoir de l'éducation nationale, et c'est pas péjoratif puisque j'en ai fait parler et je défends ardemment le système public de l'enseignement. Mais je pense qu'il est très important de ne pas oublier que parmi les gens qui virent dans du complotisme, ce n'est pas uniquement parce que ce seraient des crétins ou qu'ils ne seraient pas informés, mais que souvent, il y a un mécanisme social et, je vais presque dire psychosocial derrière, qui est la sensation de ne pas avoir été prise en compte par le système perçu comme dominant et la volonté de trouver des alternatives et de trouver une place dans un monde qui ne donne pas l'impression de leur donner cette place, en fait. Le système qui fait qu'à un moment donné, on va virer dans des pensées dites extrémistes, quelles qu'elles soient, c'est moins une question d'accès à l'information et de biais cognitifs qu'un problème social et d'inclusion de ces personnes dans la société. Donc je pense qu'il y a aussi un travers dans lequel il ne faudrait pas tomber, qui serait de penser que ces personnes ne sont pas critiques, parce qu'elles le sont à l'extrême, mais plutôt ça s'inscrit, c'est un symptôme d'une crise qui n'est pas une crise de l'accès à l'information, mais une crise démocratique. Voilà, je reboucle avec la thématique du jour, et de ne pas oublier cette dimension-là, en fait, qui est la dimension sociale et de sensation d'exclusion, d'ailleurs qui n'est pas qu'une sensation, souvent, qui est réelle, et qui est un vrai moteur de la défiance par rapport à la science, par rapport au modèle éducatif, etc. Voilà, c'était plus une remarque qu'une vraie question, je suis désolée. Est-ce que l'un de vous... Il y a aussi ceux pour qui ça sert des intérêts, d'être climato-sceptique ou d'être complotiste ou quoi. Il y a effectivement ceux qui se sentent en défiance et il y a ceux pour qui c'est bien pratique de l'être. On a des prix Nobel sceptiques, entre autres. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Alors, je m'excuse, c'est pas une question, c'est une invitation pour repartir avec des choses un petit peu positives. Donc avec la Maison de l'Image et la Fabrique Média que je dirige, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de demandes de projets de MI, que ça soit en temps scolaire, extrascolaire, en lien avec la parentalité, en lien avec les acteurs de la culture, et qu'on n'a pas assez de médiateurs formés sur notre territoire. Donc on a travaillé conjointement pour mettre en place un parcours de formation qui est un parcours Calliope, qui s'appelle Animé en EMI et qui s'adresse aux médiateurs de la culture, de la jeunesse,
et de l'éducation. Donc ça permet de croiser des publics. Donc il y a à la fois des bibliothécaires, des enseignants, des éducateurs qui viennent à nos formations. Et donc il y a un tronc commun sur l'EMI, ses enjeux, ses acteurs, ses financements. On n'a pas parlé de financement autour de la table. La table des financements cloisonne beaucoup les acteurs. On aura l'occasion d'en reparler. Et cette année, on a décidé donc, de faire 2 modules pratiques. Donc un module qui s'appelle Animer un atelier reportage vidéo, qui va être animé donc par Gaël Payan, qui se cache, mais qui est ici, qui est un animateur EMI hors pair, et un atelier qui s'appelle Animer un atelier avec les IA, parce qu'il y a une demande croissante et que nous, on est complètement débordés pour savoir quels outils on utilise, comment on utilise ces outils avec les jeunes, quelles sont les bonnes pratiques, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on ne va pas. Et donc, on vous invite à vous inscrire à cette session, aux prochaines sessions. Ce sera l'occasion de faire du lien. Voilà. Merci beaucoup, Laura, pour cette intervention. Cette formation est à retrouver dans le petit guide qui vous a été donné. Vous avez même donc elle est présentée, avant-dernière page. Vous avez même un petit QR code pour arriver directement sur la page. Erwan Lecoeur ? Oui, j'avais une remarque et une question pour les 4 invités. Depuis le début de cette matinée, depuis ce matin, et encore là dans l'intervention que nous avons eue tout à l'heure, j'ai un peu l'impression qu'on parle de tous ces phénomènes comme s'ils étaient, entre guillemets, sui generis, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, on ne sait pas très bien comment, pourquoi. Les pauvres personnes qui étaient mal dans leur peau, ce qu'on appelle les politiques du ressentiment, seraient d'un seul coup aspirées par cette malinformation, cette désinformation. Or, on a quand même des enquêtes depuis 40 ans qui montrent que tout cela a été, comme ça a été légèrement évoqué, manipulé, transformé, construit par un certain nombre d'acteurs de la vie médiatique et sociale, et politique, bien entendu. Alors, je trouve que c'est mon sujet de thèse au départ. Je travaille sur la question de l'extrême droite et l'extrême droitisation du média en général, des médias en particulier. Et donc ma question serait la suivante. C'est bien gentil de parler des jeunes, mais aujourd'hui, Jordan Bardella est la personnalité préférée des jeunes sur les réseaux sociaux, de loin. 48% des jeunes considèrent que c'est la personnalité qu'ils préfèrent, sans forcément savoir ce qu'ils racontent. Et donc moi, j'ai une question très claire et très simple, c'est, on n'en parle pas depuis ce matin, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un phénomène que nous avons étudié, nous chercheurs, qui s'appelle la fachosphère, sur les réseaux sociaux, sur Internet, et que ce phénomène-là, on le voit d'ailleurs sur l'affiche extrêmement bien réalisée par Hervé Frumy, ici présent, il y a quand même, on parle de certaines personnes, de certains groupes sociaux, de certains intérêts économiques et sociaux. Est-ce que, quelque part, on ne peut pas à un moment mettre les pieds dans le plat et dire tout ça n'est pas le fait du hasard, ce n'est pas juste des gens qui sont un peu bébêtes, comme ça a été dit, c'est aussi des gens qui sont manipulés. Et il y a ici à Grenoble une grande enquête psychosociale qui a été menée il y a longtemps, qui a donné lieu à un livre que je vous conseille qui s'appelle « Traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens ». Vous apprendrez comment on manipule depuis des années, depuis des siècles, et comment les réseaux sociaux sont devenus le lieu de la manipulation extrême. Donc ma question est simple. Est-ce que vous avez, vous, dans vos pratiques, la possibilité aussi de dire à un moment, comme ça a été dit par un des intervenants, on a aussi affaire à certains groupes sociaux, certains acteurs politiques, économiques, et donc nous sommes face à des phénomènes d'influence sociale et pas seulement, et donc de manipulation et pas seulement de déréliction de la pensée ou de la vision du monde. Voilà. David. Allô, ouais. Nous, à InfoJeune 38, on souhaite aller là-dessus. Par contre, la difficulté, c'est ça, c'est que si on est trop, si on le montre, on n'intervient plus. Voilà. Parce qu'on sort de la neutralité, parce qu'on va nous dire que, ok, vous avez parlé de CNews, est-ce que vous allez parler d'un autre média Enfin, vraiment, il y a vraiment ce truc où on attend de nous quelque chose de très, très policé. Et donc, on tente de le faire de manière un peu détournée, entre guillemets. Mais mettre les pieds dans le plat, c'est très compliqué. Là, on a eu un projet autour de l'engagement avec la ville de Grenoble et il a fallu que lors d'une réunion, à un moment, on dise non, mais en fait, c'est quoi les vrais objectifs de cet atelier ? Parce qu'on parle d'engagement depuis tout à l'heure. C'est bon, de l'engagement, on en fait depuis des années. C'est quoi ce que vous voulez ?
en fait, il y avait derrière une petite réflexion à mener effectivement sur le fascisme, mais il fallait pas en parler. Donc il y a c'est comme si c'était tabou, voilà. Et c'est compliqué Enfin voilà, ce sujet de lutte est devenu un sujet tellement accepté que maintenant c'est tabou, et ceux qui en parlent, on est des méchants woke. C'est une super question qui est quand même assez difficile à répondre, parce que même en interne, des fois dans les équipes, on n'a pas une réponse partagée, commune. Pour la question de l'éditaton et la question de mettre en avant des femmes, donc de passer ne serait-ce que de 16 à 20% de biographies de femmes sur Wikipédia, ça rend furax une partie des Wikipédiens, des hommes d'un certain âge, à droite, blancs, vous imaginez le format. Donc rien que le fait de mener chaque année à nouveau l'éditaton et de discuter avec les 100 pages et de porter cette voix et d'essayer d'y aller malgré tout, de voir qu'on a des participantes qui postent une page et qui se la font retoquer immédiatement si elle n'est pas dans les canons. En fait, pour être clair, sur Wikipédia, alors là je prends sur ce prisme Femmes et Sciences, mais on a vu récemment avec Le Point, on a vu avec plein d'autres choses, il y a des personnes qui se baladent sur Wikipédia, qui sont des contributeurs avertis, et pour qui c'est leur terrain personnel, on pourrait dire. Et dès qu'il y a un quelconque souhait de faire évoluer vers plus d'équité, de parité, de diversité la plateforme, ils viennent défoncer les efforts qui sont faits. On peut, je pense, les nommer assez facilement des fachos dans le petit espace Wikipédia. Le fait de maintenir cet éditaton depuis quelques années et de travailler avec des Wikipédiens bénévoles qui se tapent ça à longueur d'année et qui sont épuisés d'ailleurs pour certains. Bon, c'est une forme d'engagement, mais à notre micro-niveau. Donc, en parler aujourd'hui, ça permet d'en parler un peu plus largement, mais c'est compliqué de lutter contre des gens qui sont organisés, qui ont... si on regarde l'affiche, des personnes qui en ont fait un projet de vie depuis des années et qui ont un paquet d'argent hallucinant pour pouvoir mener cette politique et pour pouvoir faire des saluts nazis à la télé sans que ça fasse bouger personne. Voilà, notre mini-éditaton Femmes et Sciences, il pèse pas grand-chose là pour le coup. Et donc plus largement sur ces questions, fachosphère ou que sais-je, on voit bien avec ce qui se passe aux États-Unis. En général, mais dans la thématique scientifique, c'est quand même assez hallucinant. Des universitaires, des scientifiques qui sont nommés d'ennemis par le Premier ministre. C'est compliqué. On est encore dans une phase de sidération, je pense. En tout cas, les chercheurs américains le sont énormément et commencent à s'organiser, peut-être même à sauver des données. On voit que toute la question climatique va être mise à mal parce que l'administration qui s'occupe de ça aux États-Unis, qui est la principale dans le monde entier, avec laquelle tout le monde travaille, est en train d'être détricotée. J'ai pas de réponse là actuellement. Un petit centre de sciences à Grenoble, mais même une université, même si l'UGA est en train de vouloir ouvrir un peu plus ses portes à des chercheurs américains. Petite parenthèse, au détriment de qui aussi, la question peut se poser. Les doctorants français qui ont du mal à mener leur thèse, qu'est-ce qu'ils vont faire eux ? Bref, c'est une toute autre question à laquelle il faut réfléchir. Mais je pense qu'on est à des niveaux de pouvoir, d'argent, c'est assez incommensurable par rapport à nos actions au Clémy, à l'ENSIB, à Info Jeune 38 ou au Territoire de Sciences. Donc il faut se poser des questions un peu plus haut, et j'ai pas l'impression qu'on s'en pose beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mises en place en ce moment. Donc voilà, on peut être des vigies, on peut aider un peu à notre niveau, à notre petit niveau territorial, on peut créer des mini-utopies territoriales si on veut, mais il faut plus de moyens. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup.